l'entrepreneur, antidote, anticrise, l'entrepreneur. Et juste deux mots quand même, parce que c'est bien de définir les termes, entrepreneur. Mais on va en parler, puisqu'on va parler de l'ADN de l'entrepreneur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le nouveau mot à la mode quand même. Tout le monde est entrepreneur, ça y est. C'est la décoration qu'on accroche au veston du succès, entrepreneur. Or, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, j'espère, l'entrepreneur, normalement, il est insupportable. Hein, buté, égocentrique, totalement incapable de réfléchir sur ce qu'il fait, totalement incapable d'avoir du recul et d'accepter la contradiction. Hein, c'est tout ça, on est d'accord là, hein, voilà. C'est même pire que ça. Ouais, c'est même pire que ça. Voilà. Ah, c'est un. Et soyons pédants 2 secondes, l'inventeur du terme, Schumpeter, l'autre mot à la mode, tout le monde est schumpeterien sans trop savoir ce que ça veut dire, mais enfin, était assez pessimiste, parce qu'on sait assez peu quand même, hein, parce qu'il pensait que l'entrepreneur, alors oui, il avait la capacité de détruire. Pour lui, c'était ça, il a inventé le terme d'entrepreneur, c'est celui qui détruit. Mais ensuite, il pensait qu'il deviendrait bourgeois. Et qu'en fait, finalement, l'entrepreneur, ça n'était qu'un stade dans la vie d'un chef d'entreprise, et qu'ensuite, il allait rentrer dans le système, en fait, devenir bourgeois. Et c'est pour ça que finalement, le capitalisme allait quand même finir par s'effondrer sur lui-même. Bon, il écrivait ça au tournant du XXe siècle, pour l'instant, ça se passe toujours bien. Hein, donc il faut croire que les entrepreneurs sont là et qu'ils ne deviennent pas bourgeois. Voilà. Donc on va parler de tout ça. L'ADN de l'entrepreneur, l'entrepreneur antidote... Antidote, anticrise, non, antidote à la crise, parce que antidote, anticrise, là on a... Non, c'est le contraire quand même, hein, j'espère. Oui, hein, on verra. On verra, ouais. Antidote. On répondra à ça. Laurent, racontez-nous un petit peu, allez-y. Merci Stéphane, bonjour à tous, bienvenue. Je vais un peu rapidement expliquer ce que vous faites ici quand même. Qu'est-ce qui sommes-nous? Non, vous êtes ici à une soirée CJE. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un partenaire qui va nous accompagner avec Xcox, donc qui est un assureur spécialiste qui fait partie. Xcox, c'est un groupe international, donc c'est la partie France qui est là avec Éric Mignot à ma gauche, qui est directeur général France, et assureur spécialiste pour, entre autres, les entrepreneurs et les TPE, évidemment. On a aussi pas mal d'autres partenaires. Avant de les citer, je vais dire un petit mot sur le CJE. Donc, j'ai créé avec Richard, qui n'est pas là ce soir, il y a 5 ans. Donc, CJE, c'est une association, il faut le rappeler. Donc c'est un but non lucratif. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat, sauf que on ne fait pas d'argent avec le CJE. On a chacun nos boîtes à côté. Et on a créé le CJE avec l'envie de créer des ponts, de faire bouger les choses, de créer des ponts entre eux. Alors initialement les ingénieurs et les commerciaux pour créer des boîtes, parce que moi je suis ingénieur et puis finalement j'aurais peut-être dû faire une école de commerce. De créer des ponts entre les entrepreneurs et les grands groupes, entre les entrepreneurs et les investisseurs, entre les entrepreneurs et les journalistes, etc., etc. Ça aurait pu s'appeler The Bridge, mais c'était déjà pris, donc le CJE, c'est très bien. Et puis on a pas mal d'autres partenaires qui nous ont permis de faire cette soirée, sans qui on ne serait pas là. Donc des partenaires médias, avec Emo Sapiens, WeDoBiz, qui vont pouvoir vous interviewer après. Vous passerez à la radio, ils sont au fond là-bas. Hop, levez la main, bonsoir. Dynamic Mag, je ne sais pas où ils sont, ils vont arriver. Dojo Créa, Good Morning, qui vont vous permettre de manger, parce que je sens que vous avez très faim. Pop-up Imo, très important, avec Mohamed qui est ici, il y a Adrien aussi qui est là-bas, bonjour Adrien, qui nous a permis d'avoir ce lieu, parce que on n'a pas de lieu au CJE, et donc un lieu, c'est important. Et Pop-up Imo est spécialisé dans les lieux éphémères, où voilà, vous recherchez un lieu éphémère, Pop-up Imo. Et évidemment, le lieu qui est si unique, c'est son nom, et on peut dire qu'il est aussi si unique. Voilà, j'ai tout dit. On va présenter les entrepreneurs, justement, hein, rapidement. Et puis ensuite, on rentrera dans le dur avec Xcox. Moi, j'ai quand même une question, parce que là, j'aime bien
la générosité, mais enfin, c'est un moteur économique assez faible, à la performance assez faible, et le profit est quand même un moteur économique à la performance plus forte. Mais pourquoi vous êtes là? C'est-à-dire l'intérêt pour Hiscox aujourd'hui d'analyser ce dont on va parler, c'est-à-dire l'ADN de l'entrepreneur, de faire ce boulot que vous faites, d'être là ce soir. C'est quoi l'histoire? On est assureur spécialiste. La moitié de nos revenus viennent des PME. Donc la moindre des choses, c'est de s'intéresser à ce que nos clients ont, ce qui les empêche de dormir la nuit. Et c'est pour ça qu'on fait cette enquête dans 6 pays. Et vous êtes dans une niche d'assurance, en fait? On assure l'activité des PME. Et notamment quand elles sont dans des domaines un peu pointus, type les technologies et les nouvelles technologies. Et donc on se doit de savoir ce qui vous préoccupe. C'est pour ça qu'on fait cette enquête. Et vous devez démontrer que justement vous savez ce qui préoccupe les entrepreneurs, ce qui permet de les assurer beaucoup mieux. On gère les situations compliquées et donc du coup il vaut mieux les anticiper pour pouvoir mieux les gérer après. Alors, passez votre micro à Lara. TwoSpark. Oui. Il paraît que vous avez 1 minute, Lara, pour nous présenter TwoSpark, pour faire le pitch de TwoSpark. C'est toujours très court, 1 minute. Notre domaine d'activité chez TwoSpark, c'est la transformation dans les grandes entreprises. Donc nous, on intervient après que les Bain et McKinsey, Atos et autres Accenture soient intervenus dans ces grandes boîtes pour qu'elles imaginent ce qu'elles doivent devenir. Et ensuite, elles doivent déployer ça à toute l'organisation. Et là, généralement, il y a un problème. Parce que beaucoup de résistance et beaucoup de freins. La plateforme qu'on a développée est déployée donc, dans tout un tas de grands groupes et en 1 minute par jour va poser 2 questions. Ces questions vont ensuite revenir de façon itérative, gérées par un algorithme qu'on a développé. Et on incite très fortement, avec toutes sortes de leviers puissants d'engagement, les collaborateurs à se connecter tous les jours à notre plateforme. Donc tous les jours, 1 minute par jour, et avec un phénomène de répétition, on arrive à faire passer des messages, des vastes sujets très importants pour des collaborateurs qui sont très nombreux et très éclatés. Et les questions, elles ont été définies avec les Bain et autres... Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et D'accord. donc, on a ensuite un modèle récurrent qui fait qu'on reste... Sur combien de temps est-ce que vous pouvez faire ce changement comme ça On commence par la conduite du changement, puis après, on aborde tous les sujets d'actualité de l'entreprise. Donc, toujours avec vos 2 questions, tous les jours qui reviennent, etc. Donc, avec le café, ça devient les lancements le de nouveaux produits, les nouvelles réglementations, la gestion des objections des produits concurrents, l'actualité de l'entreprise quand elle est brûlante, voilà. Et donc, on peut rester... nos clients les plus anciens ont 3 ans, mais on reste... Chiffre d'affaires voilà. Donc, normalement, 500 000 euros cette année. Ouais. Voilà. Pas encore de profit ou déjà des profits? Non. Par contre, on vient de terminer une levée de fonds cet été d'1 million d'euros. Et donc, on dépassera le stade des 15 collaborateurs en janvier. Céline, à côté. Bonsoir, donc moi j'ai fondé Love & Green, qui est une marque qui propose des produits d'hygiène écologique pour bébés en grande distribution. Donc on a aujourd'hui des couches et des lingettes pour bébés que vous pourrez retrouver dans à peu près un hypermarché sur 2, donc essentiellement Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Grande distrib. Grande distribution, oui, absolument. Le grand méchant loup. Bah oui, mais il n'est pas si méchant que ça alors. Hein. Non, mais c'est intéressant à dire quand même. Heureusement qu'il est là, avec ses linéaires, tout ça. Hein, disons que c'est quand même l'accès principal aux produits de la grande consommation. Donc oui, effectivement. À côté de Pampers, il y a Love & Green. À côté de Pampers, aujourd'hui, dans un magasin sur 2, il y a Love & Green, absolument. Tcha. Voilà. Chiffre d'affaires 2 millions d'euros cette année. Et 2e levée de fonds cette année. Et pas encore profit non plus Pas encore de profit, on y est presque, l'année prochaine, a priori. Et juste une question comme ça, les acheteurs de la grande distrib, quand ils sont face à vous, ils sont comme ils sont d'habitude, c'est-à-dire requins là, ou Ouais. Non, il y a quelques enseignes qui peuvent, par philosophie, faire un peu de différence parce qu'ils ont une sensibilisation à la PME, parce que la grande distribution achète quand même beaucoup, notamment dans l'alimentaire, à des entreprises très locales et très petites. Ouais. Donc il y a quand même effectivement une façon d'aborder les choses qui est un poil différente que quand ils sont face à Procter & Gamble. Ceci étant, la différence n'est pas non plus flagrante. Les portes ne s'ouvrent pas en grand parce que vous êtes un entrepreneur ou une PME, et ça reste très compliqué à gérer, mais c'est possible. Non, mais c'est bien. Hein. Formidable. Maxime. Oh, vous aviez un rendez-vous avec un banquier ce jour-là, Maxime, non? Avec le... Hein? Oh là là, dites donc. Alors, Ezikia, que fait Ezikia, Maxime?
Je suis pas sûr qu'il marche votre micro, Maxime. Maintenant, il marche. Voilà. Pour accompagner les entrepreneurs qui ont envie de casser des marchés et qui ont envie d'apporter des offres disruptives, et je les aide à aller enquêter sur le terrain, développer leur connaissance du marché, à faire leur stratégie, à aller trouver les partenaires, et il en faut de nombreux pour pouvoir y arriver, et ensuite à mettre sur le marché leurs solutions dans des secteurs très différents. Le dernier exemple en date concerne l'optique, et vous le connaissez. Paul Morlet, lunettes pour tous. Exactement. Oh, qu'est-ce qu'on s'est fait engueuler quand on a interviewé Paul Morlet. Et on a reçu ça, on a vu ça. Truc de dingue, hein? C'est ça le problème, c'est que vous étiez plutôt satisfait de l'opération. Vous étiez allé dans le magasin, chercher les lunettes, vous avez été un client. Ah ben oui, non, mais bien sûr, non, mais on a fait tout le truc. Mais alors, on s'est pris une volée de bois vert, quelque chose de dingue. Hein. Ah ben oui, parce que vous êtes... Alors pour le coup, on est au cœur de Schumpeter, c'est de la destruction pure. Voilà, en gros, on vous accuse de détruire la valeur, comme les VTC, si vous voulez. Voilà, c'est les deux trucs qui nous ont créé presque des ennuis quasi physiques, quoi. Vous voyez Non, mais je rigole pas, moi. C'est sérieusement. Et ben, c'est exactement sur ce genre de sujet-là que j'interviens, parce que pour moi, on en revient à la définition de l'entrepreneur au début. Moi, je viens d'un milieu où c'est que des artisans, en fait. J'ai que des petits artisans. La crise dont on connaît, qu'ils ont tous galéré. Mon père est taxi, par exemple. Coller le micro au menton. Ouais, pour que et donc, résultat, j'accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs quand même, pour qui souvent c'est la première boîte. Parfois ça fait 25 ans, mais c'est quand même leur première boîte. Et on se rend compte en France qu'il y a vraiment des gens qui ont des idées disruptives. Ils exportent énormément. Et que malheureusement, cet aspect politique de l'entrepreneuriat, l'aspect de créer du nous, quoi, dans ce sens-là du politique, est complètement mis de côté en France. Alors on essaye aussi de les accompagner là-dessus. Chiffre d'affaires ? C'est pas très représentatif, mais on peut dire que tous nos clients gagnent de l'argent, ce qui est déjà pas gagné. Et nous aussi. C'est-à-dire que vous payez comment ? En commission sur le chiffre d'affaires de votre client ? Non, nous on a fait un pari, c'est d'être le plus efficace possible dans notre conseil, donc de ne prendre que du jour homme, que du temps de conseil. Et on ne prend aucune part chez nos clients pour pouvoir justement... si vous voulez, moi je suis vraiment le conseiller des patrons, des entrepreneurs, et pas de leurs investisseurs, pas de leur board. D'accord. C'est aussi l'engagement de la cohérence et puis de l'indépendance aussi par rapport à nos clients. Ce qui est intéressant avec Maxime, juste parce qu'il est trop honnête, il est trop modeste pour le dire, il était le plus jeune candidat à la présidentielle il y a 2 ans. Donc voilà, je dis que c'est un extraterrestre en fait. Ah, c'est ça la tchatch là, etc. Voilà. Et tout, c'est de la politique. Et c'est ça la cravate. Ah ouais, d'accord. Mais vous n'avez pas eu les 500 signatures, c'est candidat pour du beurre. Ah, quand même. Et vous allez recommencer le... Je sais pas si c'est un scoop planétaire en même temps non plus. Il sera plus jeune. Hein bon. Et on termine avec Edouard. Bunker. Alors, je suis un des cofondateurs de Bunker. Bunker, c'est une application qui va vous permettre de créer des présentations. Et notre objectif, c'est de tuer le méchant PowerPoint dans les entreprises. C'est né d'une idée toute bête. Nous, on travaillait en agence de communication. On faisait des présentations tous les jours. Et on s'est rendu compte qu'on passait énormément de temps à travailler sur le support plutôt que de travailler sur le fond. Et c'était ce pourquoi on était payé. Donc on s'est dit, il y a un problème dans ce schéma de création. Il y a un problème de valeur là-dedans. Comment on peut remettre de la valeur dans cet outil ? Et donc on a quitté notre job il y a 2 ans maintenant pour lancer cette application et travailler tous les jours un peu plus dur pour concurrencer l'ogre PowerPoint, simplifier au maximum l'usage et remettre la valeur sur le fond et sur les données plutôt que sur la forme et le support. Je pense que ça n'a pas forcément de sens. Vous êtes un sujet mondial aujourd'hui, Edouard. Votre modestie dut-elle en souffrir, mais vraiment, ça intéresse le monde entier ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui s'est passé un petit peu après le lancement. On a eu un gros engouement, notamment à l'international. Aujourd'hui, Bunker, c'est un peu plus de 10% en France et surtout un peu plus de 80% à l'étranger. Donc c'est vraiment significatif. Il y a un besoin international fort parce que c'est dans toutes les entreprises. On le voit encore ce soir, on a un support de présentation. Et surtout, ça représente du temps. Et donc le temps pour les entreprises tertiaires, c'est de la valeur. Donc on va essayer de casser les codes à l'intérieur de ce marché-là, d'être disruptif parce qu'en fait, on se rend compte que tous les acteurs sur le marché sont un outil de création de support. Alors que c'est pas là où est la valeur. Nous, on est convaincus que la valeur, elle est dans ce que vous produisez, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans les outils que vous utilisez. Et nous, on doit permettre de présenter ça. En fait, on inverse le système de création. On se dit pas, on va ouvrir un outil pour créer une présentation, mais comment on se base sur vos contenus, sur ce que vous faites tous les jours pour présenter ça à vos boss, à vos clients ou aux entreprises avec lesquelles vous travaillez.
Donc c'est beaucoup de travail, c'est très long. Changer les outils dans les entreprises, je pense qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, il y a un engouement fort. On a finalisé aussi une petite levée de fonds avec des investisseurs comme Ida Invest, Xavier Niel et Daniel Marelli, qui devraient nous aider. C'est pas mal. Ida Invest, Xavier Niel, c'est pas mal. C'est pas mal. On est plutôt content. Maintenant, c'est les premières étapes. Le plus dur reste à faire. Le marché est international. Il y a 1,5 milliard de personnes qui font des présentations dans le monde. Le combat continue. Vous connaissez la phrase de l'ancien d'ailleurs chef d'état-major de l'armée des États-Unis, PowerPoint est le premier ennemi de l'armée des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'il avait dit. Au moment où il essayait de faire du PowerPoint sur la guerre d'Afghanistan, visiblement ça rentrait pas. Voilà, c'était ça. Ça son sujet. On a cette slide là en tête. Je vois très bien de quoi. C'était ça son sujet. Bon, je vous ai pas demandé votre chiffre d'affaires. On n'a pas de chiffre d'affaires aujourd'hui, le modèle est clairement sur l'usage. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, c'est créer de la valeur, changer l'usage des gens, et à partir de là, on trouvera un modèle économique viable. Le tilting point. Non, super intéressant. Allez, on rentre dans le dur. Voilà, l'entrepreneur, donc, antidote, anticrise. Alors, on va préciser l'ensemble de cette étude. Tenez, prenez le micro. L'ensemble de cette étude que vous faites, c'est la 3e année que vous faites cette étude. C'est la 6e année. 6e année. Voilà, on interroge 3500 dirigeants d'entreprises de moins de 50 salariés dans 6 pays. Et on leur pose tout un tas de questions sur finalement leur activité, leur vie, comment tout ça se déroule. Et on en tire un certain nombre de constats sur lesquels on s'appuie pour nous développer. Et donc le premier constat qu'on a fait cette année, c'est globalement la situation s'améliore. D'un point de vue économique, les résultats, les profits se développent. La situation de qui? Des entrepreneurs, des entreprises. Des entreprises. Ouais, les chiffres d'affaires des entreprises et leurs profits sont en croissance par rapport. Ils sont plus nombreux à être en croissance par rapport à l'année dernière. Et on est où là? On est en France, on est en Europe, on est aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Espagne, enfin bref, au CDE, on va dire. Voilà. Et effectivement, la situation dans tous ces pays s'améliore. D'accord. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait. Le deuxième, globalement, tous les entrepreneurs dans tous ces pays sont plus optimistes par rapport à l'avenir. Même en France, l'amélioration de l'optimisme est au rendez-vous par rapport à l'année dernière. Même si ce qui est frappant, c'est qu'en France, cette année, par rapport à tous les autres pays dans lesquels on réalise l'enquête, seuls 28% des patrons de ces petites entreprises sont optimistes pour l'avenir. Donc ça s'améliore, puisqu'on était à 22% l'année dernière. Ça reste à la traîne par rapport à, par exemple, l'Espagne, où 42% des patrons sont optimistes. Le deuxième constat qu'on réalise, c'est un constat finalement socio-économique, qui est le premier, que dans la qualité de vie des entrepreneurs, dans tous ces pays, ils nous disent on prend un peu moins de plaisir à diriger nos boîtes qu'au cours des dernières années. Et du coup, ils travaillaient un petit peu moins. Ce qui était une surprise dans l'enquête, qui est de constater effectivement qu'ils ont baissé un petit peu leur temps de travail. Et aussi une chose qui nous a frappé. C'est votre temps de travail? Ouais, ça non, mais c'est étonnant, moi, surtout. On n'est pas dans le panel. On n'est pas dans le panel. Vous n'êtes pas dans le panel. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est d'autant moins étonnant que quand on pose la question de la motivation pour créer leur entreprise, 88% des gens qu'on a interrogés nous disent finalement, moi, si j'ai créé ma boîte, c'est pour avoir un travail qui est intéressant, que ça me génère des revenus. C'est pas forcément pour devenir le prochain Bill Gates. C'est ça. C'est avant tout pour me créer un boulot qui m'intéresse. Pour être heureux. Et pour être heureux. Adjectif idiot, là, comme ça, mais vaguement le but de la vie. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est finalement ces nouveaux entrepreneurs. Qui sont-ils et puis qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Alors, on démarre avec ça, justement. C'est-à-dire ce que vous appelez, vous, les entreprises start-up nées de la récession. Alors, sur la première série de constats, je crois qu'on a quelques graphiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé la question, finalement,
les boîtes qui ont été créées après 2007-2008, donc après la crise, est-ce qu'elles sont différentes de celles qui étaient créées avant la crise? Bonne question. Voilà. Et donc, dans notre panel, on a à peu près la moitié des sociétés qui ont été créées après 2007-2008. Premier constat qu'on réalise, c'est que finalement, ces boîtes-là, elles sont plus performantes que les autres. En termes de croissance, en termes de profit, elles sont plus performantes que celles qui ont été créées avant la crise. Deuxième constat qu'on réalise, c'est qu'elles créent plus d'emplois que leurs aînés qui ont été créés avant la crise, et elles ont des meilleures perspectives d'embauche que les entreprises créées donc avant 2007-2008. On s'est intéressé à qui sont les patrons de ces PME, et donc premier constat, ce sont avant tout des femmes, 56%. Et donc, on n'attendait pas forcément, on n'avait pas d'idée préconçue, mais on était content de voir que finalement, il y avait 56% de femmes qui dirigeaient ces entreprises. Absolument. Deuxième constat, c'est plutôt des jeunes, puisqu'on a 40% qui ont moins de 40 ans, donc des femmes, des jeunes. Deuxième constat qu'on a fait, ou troisième constat qu'on a fait, c'est que 1 sur 8 était au chômage avant de créer sa boîte. Donc il y a un vrai mouvement de, finalement, c'est une solution pour me recréer un emploi. Ce qu'ils nous disent aussi, ces patrons et ces patronnes, et surtout ces patronnes qui ont créé leur entreprise après 2008, c'est que la situation, la crise, ça les a rendus plus forts. Ils se sentent plus forts parce que ils ont vécu dans des conditions qui étaient compliquées. Ce qu'ils nous disent, c'est que un des leviers de leur développement, c'est l'export. Ils sont plus nombreux à exporter que leurs aînés, les boîtes qui étaient créées avant 2007-2008. Ils nous disent aussi que finalement, ils innovent et que la manière de se développer, c'est de lancer des nouveaux produits et des nouveaux services et d'utiliser les réseaux sociaux beaucoup plus que, je dirais, leurs aînés, puisque 52% des patrons et des patronnes qui ont été interrogés nous disent utiliser les médias sociaux pour promouvoir leurs offres, là où uniquement 30% de leurs aînés utilisaient les médias sociaux. Voilà un peu la photographie finalement de ces patronnes post-crise. Tiens, passez votre micro à Laura. Voilà, vous êtes le symbole post-crise. Non, mais la question, moi, elle m'intéresse dans la suite, en fait. L'obsession que j'ai maintenant en voyant des entrepreneurs comme vous, c'est savoir combien d'entre vous seront encore à la tête d'une boîte de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 3000 salariés. Voilà. Parce que c'est ces entreprises-là qui feront la croissance, le travail de nos enfants, enfin bref, voilà, l'ensemble de ces marchés. Est-ce que, on le constate, énormément de jeunes femmes, start-upeuses, nouvelles technologies, etc. Il y a plein de raisons, beaucoup plus de liberté d'organisation, du travail, beaucoup plus de facilité à marier l'ensemble des priorités qui sont celles aujourd'hui que vous pouvez avoir et néanmoins à monter votre start-up. Est-ce que vous pensez quand même que vous allez justement continuer à diriger cette entreprise et à pas à un moment vous faire bouffer par un homme? Ma question est très sexiste, mais elle m'intéresse beaucoup. Alors moi, la dichotomie homme-femme dans l'entrepreneuriat ou dans la direction d'entreprise, j'avoue que je vois pas très bien, j'en connais pas très bien la pertinence. Personnellement, c'est très personnel, c'est une réponse empirique, mais j'ai jamais été confrontée aux fameux banquiers qui vous posent la question de est-ce que vous allez arriver à combiner vie perso et vie pro. Ouais. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. La pertinence, c'est qu'à la tête du SBF 250 aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme. Voilà la pertinence. Et c'est là où ça m'intéresse dans la façon dont vous vous projetez. Oui, mais je pense que, peut-être contrairement à ce que vous pensez, je pense que l'avenir du pays n'est pas dans le SBF 250, il est dans la création d'entreprises, dans un tissu extrêmement riche de structures qui sont beaucoup plus petites, beaucoup plus agiles, et qui meurent aussi vite qu'elles renaissent. Et voilà, et où on est sur un renouveau. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait que des mecs à la tête des grosses boîtes, c'est leur problème. Ouais, très bien. Et je pense que c'est pas ça le futur, en effet. Et en tout cas, certainement pas pour la France. La France, je pense qu'elle a autre chose à faire que de créer des très grosses boîtes. Il y a une créativité infinie dans ce pays. Je le sais pour avoir vécu 15 ans à l'étranger. Je suis revenue ici en 2010.
Et une des grandes qualités de ce pays, c'est ça, c'est la créativité. Et ça ne se manipule pas forcément très bien, ça ne se marie pas forcément très bien avec une méga structure. Donc je pense qu'il faut rester agile, il faut rester petit. Je me permets un commentaire, c'est terrifiant. Mais bon, je vous laisse vivre. Parce que, à un moment, pour investir, exporter quand même. Mais enfin bref. Je vous en prie, Céline, c'est votre conviction. J'ai aucun problème avec ça, moi. Moi, je voulais apporter peut-être un autre regard, c'est que au-delà effectivement de la dichotomie homme-femme à laquelle moi non plus, je suis absolument pas sensibilisée. Je trouve que la problématique centrale de l'entrepreneur, c'est quand même le financement, et que plus votre entreprise elle grossit, plus mais ça c'est après ça. Ouais, c'est la deuxième partie. J'anticipe un peu, mais ceci dit, ça répond bien à la question, je trouve, parce que plus les années passent, plus vous devez faire des levées de fonds, plus vous allez perdre de la part de capital dans votre société, et plus le jour où elle sera effectivement potentiellement une SBF et une très grosse boîte avec beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de collaborateurs, vous serez plus là, parce que votre boîte elle aura été vendue. Alors peut-être qu'au passage vous serez devenu riche, etc. C'est la belle histoire qu'on souhaite tous savoir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le financement même de l'entrepreneuriat en France fait que année après année, au bout d'un moment, la boîte appartient de moins en moins à ses fondateurs, et ils se retrouvent finalement à ne plus participer à la belle aventure qui potentiellement peut la mener beaucoup plus loin. C'est très intéressant, mais c'est la deuxième partie, peut-être même la troisième. Et là, la première, c'est de savoir votre moteur finalement, parce que c'est ça, le premier élément, c'est le moteur de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à dire, moi je vais faire Love & Green, je ne vais pas aller travailler justement dans une grosse boîte, je vais prendre tous les risques, je vais faire ce choix. Voilà. C'est quoi le moteur ? Je pense que le moteur, effectivement, le résultat de l'enquête le montre bien, c'est l'envie à un moment de donner du sens à son travail et un constat de se dire que ce sens, on ne le trouve pas dans les expériences salariées qu'on a pu connaître. Moi, j'ai travaillé en multinationale, j'ai travaillé en PME. Dans les deux cas, j'ai trouvé des choses formidables, et puis, je n'ai pas trouvé ma voie. Et je me suis dit, finalement, ma voie, moi, j'ai bien envie qu'elle soit juste la mienne, et j'ai envie de ça. Et puis, je pense qu'après, il faut avoir un certain nombre d'envies, il faut avoir envie de prendre des risques, il faut avoir envie de mettre un peu toutes ses économies, de se lancer dans quelque chose qui est beaucoup moins certain que ce qu'on a pu connaître quand on a connu le salariat. Mais ça correspond à un moment à une envie on a tellement envie de donner du sens à se lever le matin et faire des choses que, Eric disait, c'est la liberté davantage que la fortune. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, la fortune, quand vous êtes entrepreneur, elle n'est pas là avant des années. Il y a des cas exceptionnels, mais moi, tous les entrepreneurs que je connais, ils sont tous pauvres. Donc, c'est pas du tout en tout cas, c'est pas le moteur à court terme, c'est clair. Absolument. Et en général, on perd de l'argent quand on crée sa boîte, parce qu'on quitte un travail salarié où, en général, on était plutôt bien payé. Et en plus, on met toutes ses économies dans sa boîte. Donc on se retrouve... forcément, c'est pas du tout le moteur. Mais par contre, on se lève le matin et on est super à fond et on est content de ce qu'on fait. Et ça, c'est... dans le salariat, c'est un peu plus compliqué. Ah, mais je vous le confirme. Édouard, le moteur. Moi, nous, parce que tous les gars qu'on rejoint l'aventure, on est un peu tous dans le même mood, mais c'est pas né d'une volonté de liberté, c'est pas né du contexte de travail du salariat, c'est plus né d'une frustration de notre quotidien de travail. Donc on n'a pas effectivement les mêmes motivations de départ. Nous, on s'est lancé parce qu'on s'est dit, on passe trop de temps à faire ça, il n'y a personne qui s'occupe de notre problème. Maintenant, on a les moyens, on se débrouille et on lance notre truc. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire qu'on est les enfants de la crise, même si je suis né en 90, donc j'ai pas connu grand-chose à part la crise. Moi, j'ai plus l'impression d'être dans une génération qui va créer le nouveau monde. Et c'est ça qui est plus excitant. Parce que nous, quand on s'est rendu compte du problème qu'on rencontrait dans l'entreprise, on s'est dit, mais ça nous coûte quoi de nous lancer ? Ça nous coûte quoi de partir, tout lâcher et de lancer sa propre entreprise, sa propre aventure, puisque nous, ce qui compte pour nous, c'est plus l'aventure. Parce qu'effectivement, quand on va se lever le matin, on va être content de se lever pour cette aventure, de mettre de l'argent dans cette aventure, d'avancer dans ce projet. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le risque, il était zéro. Parce que de toute façon, on trouvera un moyen de vivre, on trouvera un moyen de faire rentrer de l'argent pour se nourrir tous les mois, ça on en est convaincu. Et aujourd'hui, la création d'entreprise, elle est à la portée de tous. Nous, on développe un projet technique, le code, ça prend en ligne, il y a plein d'écoles aujourd'hui qui en 3 mois, 6 mois permettent d'apprendre le code assez facilement. On peut s'auto-former sur tous ces langages-là. On est capable, avec 3 bouts de ficelle, si je peux dire, et 10 000 € en banque, de se lancer, de créer un compte en banque, de se lancer, de prendre un appartement, de vivre avec 3 francs 6 sous.
ça nous gêne en rien. Et donc elle était plus... Vous savez, ça c'est la conquête du 21e siècle. Ça, ce que vous êtes en train de décrire là, vous êtes la première génération à le connaître. Hein. C'est fantastique. Nous, c'est clair que nos parents n'ont pas vécu ça. Ils ont vécu dans un confort qui était différent. Nous, ce confort-là, on nous a toujours dit qu'on ne l'aurait pas. Et en fait, on le crée nous-mêmes. On se dit, on va créer notre boîte, on va monter notre truc. On prend un appart, on n'a pas d'argent, on n'a que le chômage parce qu'on a un petit peu bossé. Et puis on y va. C'est quoi le risque ? C'est de passer 2 ans à s'éclater dans une boîte, à faire ce qu'on veut, à créer de la valeur et au final échouer. C'est pas un échec, ce sera juste une étape de notre vie. Donc on avance là-dedans et on se dit qu'on n'a rien à perdre et que tout ce qu'on crée chaque jour un peu plus, c'est beau, c'est cool et surtout ça nous passionne. Donc c'est ça qui nous fait lever le matin. Nous, c'est moins l'idée de se dire on va être plus libre parce qu'on n'a pas de structure aujourd'hui familiale, même de vie au quotidien. C'est plus la boîte qui prend l'emprise sur nous et c'est ça qui nous fait vivre, qui nous fait... Pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème. Voilà. Et quand le problème sera résolu, il faudra en trouver un autre à résoudre. Oui. Bon, en fait, oui, il y a un truc qui est vraiment intéressant dans ce que dit Édouard. Ce qu'on sent, c'est qu'aujourd'hui, depuis 15 ans, avec 500 € un ordinateur, depuis chez soi, on peut créer une boîte. Avant, il y a 100 ans, 150 ans, ceux qui créaient des entreprises, c'est ceux qui maîtrisaient l'outil industriel. Non, mais il y a 30 ans même, si tu veux. Même il y a 30 ans, finalement, exactement. Et on sent... et la crise a encore accéléré tout ça, parce que finalement, la crise qu'on vit n'est pas... C'est pas une crise économique qu'on est en train de vivre. C'est bien plus que ça. C'est pas une crise financière. Excusez-moi. C'est une crise économique. C'est pas une crise financière. C'est bien plus que ça. C'est bien plus profond que ça. C'est bien plus structurel. C'est une crise industrielle. Si vous regardez tout ce qui nous entoure aujourd'hui, on parlait de PowerPoint, on parlait des lunettes, on a parlé de tout ce qui nous entoure est basé sur ce qui s'est créé au XXe siècle. Et on est en train d'essayer de voir comment... Parce qu'il y a un moment, là, on arrive à un point où c'est très rifkinien ce que je dis, mais on arrive à un point où la planète avait explosé, où la planète avait explosé. On est loin du moteur de l'entrepreneuriat, là, si tu veux, là. Socialement, écologiquement, politiquement, etc. On arrive à un point où les choses doivent changer. Et on sent que tous ces entrepreneurs-là, ils sont en train d'essayer de s'appuyer sur quelque chose qui a été fait au XXe siècle et de voir comment on peut le réinventer. Et c'est ça finalement les startups qui marchent, c'est celles qui ont en leur cœur l'envie de faire changer les choses, l'ambition de faire bouger les choses, de casser les choses. Et donc on revient finalement à cette définition de l'entrepreneur que tu disais au début. 1900. Donc ça date pas d'hier quand même. Voilà, c'est ça l'histoire. Maxime, Monsieur le Président. Non, moi ce qui me fascine dans mon taf et puis dans les entrepreneurs que je croise, c'est qu'il y a un moteur psychologique qui est extrêmement différent. Il faut le coller au menton. Ouais, y a un Michel Drucker fait ça depuis 30 ans. Je suis pas chanteur en fait, voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le micro. Michel Drucker. Oui, Michel Drucker. Il y a un moteur psychologique qui est extrêmement différent chez les jeunes entrepreneurs qui montent leur première boîte, qui sont de notre génération, des années 80. Et je me rends compte, vu qu'il y a on a quand même des relations en tant que jeune entrepreneur avec des entrepreneurs qui sont un peu plus aguerris que nous, un peu plus anciens, qui ont grandi, qui ont développé leur structure dans des époques différentes. Moi, je relisais l'autre jour, je sais plus, moi je viens de l'école de l'insomnie, donc je m'arrive de lire la nuit, et je relisais le passage sur Abel et Caïn, je me disais, ah putain, c'est mes entrepreneurs là, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Abel et Caïn. Ouais. Ah, dis, on remonte loin là quand même. Voilà, on va le simplifier, mais c'est-à-dire qu'en gros, il y a dans tous les entrepreneurs que j'accompagne, et tous les jours, en eux, cette lutte entre une espèce de, pas de bourrin, mais un aspect très concret, comment on va résoudre concrètement une problématique pour nos clients. Ouais. Pour notre entreprise, pour le management aussi. Et de l'autre côté, ce besoin absolu d'être inspiré, d'être écouté souvent, mais en tout cas d'être inspiré, d'entendre les moindres signaux faibles autour de nous, sur nos marchés, et en même temps, la force de celui qui est inspiré d'écouter. Enfin, donc quoi, d'aller demander à celui qui sait faire et qui veut faire. Et cette espèce parce que c'est ça dont on parle tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on est entrepreneur ? Parce que tout simplement, parce que ça nous fait bander, parce qu'on passe notre journée à avoir des défis quotidiens qui ne sont pas tous extraordinaires. Hein. Faire les fiches d'impôts, c'est pas le truc le plus extraordinaire du monde. Et ça compte aussi, ça existe dans le métier d'entrepreneur. Mais ça rend la vie plus, à la fois plus humble et en même temps plus excitante, plus intense que ce qu'on nous a proposé pendant nos 10 à 15 ans d'études. Je compte la primaire dedans, hein, attention, rassurez-vous. C'est-à-dire une vie de salarié. Cela étant, nous, on a la chance de le vivre bien et d'en être très heureux. Mais il m'arrive parfois, et ça me traumatise un peu, de voir que
ces entrepreneurs, pas ces startups, mais ces entrepreneurs nés de la récession, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs presque subis. Je m'explique. Rapidement. Je vois beaucoup de seniors, ça veut un peu rien dire, mais de gens qui se retrouvent un peu à la fin de leur carrière, et tout le monde, plus ou moins, de manière un peu fine, les pousse à leur dire arrêtez de demander des boulots, d'être en phase d'attente d'un emploi, alors qu'on leur a appris ça toute leur vie. Soyez des offreurs de services, allez proposer vos services aux entreprises, etc. Mais qu'est-ce que c'est dur d'être entrepreneur de soi-même. C'est super dur. Aller vendre ses conseils quand on a fait toute sa vie l'inverse. C'est hyper dur. Et donc je vois leur détresse face à ça. Et au final, l'entrepreneur, il ne faut pas que ça devienne non plus un mythe. Il n'y a pas de mythe de l'entrepreneur, vous le disiez tout à l'heure. C'est aussi une phase de la création d'entreprise. Au bout d'un moment, l'entrepreneur a vocation aussi à devenir un patron, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de maximiser avec le capital ce qu'on peut faire comme travail, comme valeur dans tous les sens du terme. Et il ne faut pas non plus, c'est vrai, fantasmer ce qu'est l'entrepreneur. Non, mais laisse-nous, nous les vieux, réinventer notre vie si on a envie de réinventer notre vie. Ça t'appartient pas, mon pote, si ça se trouve. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas. Non, parce que c'est pire que ça. Oui, non, mais ceux qui pas veulent, toujours. peuvent, voilà. Mais on ne peut pas toujours. C'est ça qu'il faut dire. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Allez, la deuxième partie. La deuxième partie de l'innovation comme moteur de croissance. Donc, là, ce qu'on a voulu chercher à identifier dans les questions qu'on posait, c'est finalement qu'est-ce qui fait que ceux qui ont de la croissance, ceux qui arrivent à générer des profits, qu'est-ce qu'ils font de différent des autres. Et il y a deux choses qui sont sorties. La première, c'est il y a une corrélation qui est très forte entre l'innovation, le lancement de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouveaux services et la croissance du chiffre d'affaires. Ça paraît évident, enfoncer une porte ouverte, oui. Mais pour la moitié d'entre eux qui ne lancent pas des nouveaux produits et services, parce que finalement il y a tout un tas d'entrepreneurs qui ne sont pas des startups excitantes qu'on peut avoir dans le panel et qui sont des gens qui deviennent coiffeurs. Vous n'êtes pas entrepreneur à ce moment-là, vous êtes artisan, il y a des tas de métiers très nobles, mais il y a effectivement tout un tas de métiers traditionnels dans les patrons des petites entreprises françaises qui ne sont pas les startups glamour. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une forte corrélation entre la capacité à apporter une innovation, à être disruptif, etc., et à avoir une croissance forte du chiffre d'affaires. Deuxième constat qu'on a réalisé, c'est que ceux qui ont les croissances les plus élevées sont ceux qui utilisent le plus les nouvelles technologies au sens large. Là aussi, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est le constat qu'on a pu réaliser dans tous les pays. Et plus on va utiliser ces nouvelles technologies, plus effectivement la croissance sera importante. Ce qui est exprimé par ailleurs, c'est que pour financer cette innovation, pour arriver à lancer tout ça, c'est là où on commence à rentrer dans le dur. Ouais, c'est ce qu'on évoquait, qui est qu'il y a aussi malheureusement une corrélation entre la capacité à lancer des nouveaux produits et services et la taille, le chiffre d'affaires. Plus on va être important, plus les sources de financement pour lancer des nouveaux produits et services vont être faciles à obtenir. Et donc, ce qui exprime 50% des patronnes et des patrons dans notre enquête, c'est que finalement, quand j'ai moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est quasiment impossible de trouver un financement pour lancer des nouveaux produits et services et pour innover. Et donc c'est pour ça qu'on suit nous attentivement ce qui se passe au niveau du financement participatif notamment. Regardez, parce que c'est un bon thermomètre finalement de ces difficultés qu'ont les entreprises de petite taille à passer au cap supérieur. Et quelque part on est heureux de constater que, en tout cas c'est ce qu'annonce l'association du financement participatif, que tous les ans on double les volumes. Par exemple cette année, à mi-année, on était déjà à 66 millions d'euros qui avaient été financés contre 73 millions d'euros l'année dernière. Donc on voit qu'il y a une accélération et que ça résout une partie du problème, mais pas tout le problème du financement de cette innovation. Eh ben, on va en parler justement du financement de cette innovation. Oui, il a rappelé la taille.
est un moteur d'innovation incontestable. Enfin bref, ne repartons pas là-dessus. Non mais la question du financement de l'innovation elle est très intéressante parce que voilà. Alors comment vous avez fait vous? Ce sont des levées de fonds forcément? Oui, alors dans notre cas, donc on rentre un petit peu dans tous les contre-exemples. Hein. On fait moins d'1 million de chiffre d'affaires aujourd'hui. Néanmoins, on a réussi à lever. Alors, le fait est que on l'a fait de façon un petit peu improbable. Hein. On l'a fait auprès de 2 particuliers qui ont donc mis pas mal d'argent sur la table. Que vous avez rencontrés comment? C'est Love Money, vous les connaissiez? Et c'est bien le problème, c'est qu'on les a trouvés sous le fer d'un cheval, grosso modo. L'un au café et l'autre dans un couloir. Non mais comment ça? Comme ça? Ouais, non, tout à fait. Attendez, parce que c'est compliqué ce que vous faites en plus. Enfin, il faut le temps de l'expliquer un petit peu quand même. Oui, c'est compliqué. En même temps, pour tous ceux qui ont travaillé dans une entreprise, c'est parfaitement compréhensible. Fait tilt, voilà, c'est ça. Instantanément. Et comme en plus, on commence à avoir un certain nombre de références qui démontrent toute la pertinence du modèle. Qu'on a des clients à l'étranger parce qu'on s'exporte quand même, non, en fait, c'est long à expliquer, néanmoins, ça fait tilt très rapide. Et alors, ils sont sleeping partners ou boring partners? Ils vous laissent tranquille? Non, mais nous, à contrario, et donc, ce que je voulais juste dire sur ce qui est les témoignages là précédents, c'est que c'est tellement difficile de raconter des généralités quand on parle d'entrepreneuriat. On est tous différents, on fait tous ce métier pour des raisons différentes, parce qu'on a des envies différentes, on est tous des personnes différentes. Donc il faut vraiment prendre tout ça avec, comme on dit en anglais, a grain of salt, c'est-à-dire qu'on est tous représentatifs de notre propre histoire. Donc pour ce qui me concerne, on avait fait, nous concerne, parce qu'on est 3 associés, on a fait le tour des institutionnels, des business angels, etc. Et on a trouvé ça assez insatisfaisant parce qu'on s'est très vite rendu compte que dans une situation où on essaye de faire émerger un nouveau segment de marché, nous on vient de la frange, grosso modo, et on essaye d'éclater le modèle de communication interne des entreprises. Donc, c'est de la destruction d'une certaine façon. Et pour faire émerger ça, il faut du temps et il faut en fait un projet industriel. Ce n'est pas un projet financier, c'est un projet industriel. Et les financeurs qu'on a trouvés étaient simplement intéressés par comment est-ce qu'on peut creuser un sillon existant le plus profondément possible. Ce n'était pas du tout notre propos. Nous, on essayait juste de créer un nouveau sillon. Donc, c'est pour ça qu'on a envisagé de se tourner vers des individus qui comprennent notre histoire, qui ont envie d'y investir et qui ont envie de s'impliquer. Donc on n'a pas du tout des sleeping partners. On a au total plus d'une dizaine d'investisseurs, parce qu'on en est à notre 2e tour de table. Le premier, c'était un tour de Love Money. Et sur ces investisseurs, on en a les 3/4 qu'on appelle de toute façon tous les mois, parce qu'on leur demande un maximum d'aide et de services. Et qui sont dans la partie ou totalement, c'est-à-dire la transformation, le changement d'un grand... Pas du tout, voilà, c'est ça. Pas du tout. Simplement, ils ont des métiers. Ils ont du bon sens, c'est ça. Il y en a qui sont commerciaux, il y en a qui sont banquiers, il y en a qui sont des opérationnels, et voilà, il y en a d'autres qui sont riches. Voilà. Ils sont riches. Bien, small is beautiful, hein. Ah oui, vraiment. Hein. Non, mais pour toi, jamais. Céline? Oui, alors nous, c'est un peu le contre-exemple. Pour le coup, nous aussi, on a fait le tour des business angels et des fonds d'investissement. Nous aussi, on n'a pas trouvé ça très satisfaisant, mais apparemment, on n'est pas allé assez au café, donc on n'a pas trouvé d'alternative. Donc oui, le financement, c'est une grosse problématique. Nous, on a fait 2 tours de table. Donc, premier tour de table début 2013, on a levé 1 million d'euros auprès de 5 investisseurs individuels, donc business angels, qui sont profils vraiment anciens ou actuels patrons de PME qui ont bien réussi. On est riches, quoi. Hein. Et là, dans le secteur ou pas du tout dans le secteur? Certains dans le secteur, d'autres non. Secteur, ouais. Donc avec des vraies compétences, et puis des gens qui viennent vraiment avec de l'argent et d'autres avec des compétences. Et puis là, on est en train de finaliser notre 2e tour de table. Donc on va lever 1,5 million cette fois-ci avec 2 fonds d'investissement, un fonds d'investissement bancaire et un fonds d'investissement un peu plus généraliste. Et c'est des sujets compliqués parce que déjà, on a 4 ans d'existence, on a déjà passé quasiment la moitié de notre existence à faire des levées de fonds. Donc c'est
extrêmement chronophage. Et puis ensuite, oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas l'embarras du choix. Nous, on n'est pas sur l'innovation technologique. Il n'y a pas de brevet, il y a pas de. Enfin, on crée une marque. On fait vraiment de l'innovation commerciale. Donc, en plus, on travaille avec la grande distribution qui fait peur quand même à beaucoup de banquiers, notamment, qui partent en courant. Donc, c'est compliqué. Et puis, une fois que vous avez fait votre levée de fonds, c'est aussi assez compliqué de vivre et de prendre des décisions au quotidien avec des gens, surtout quand c'est des profils un peu business angel, c'est-à-dire qu'ils sont encore à la tête de leur boîte où ils l'ont été récemment, et donc ils ont comme ça ce profil un peu de patron, et ils sont un peu chez eux. Donc, c'est pas facile aussi de garder le lead sur les grandes décisions de son entreprise quand on a des gens de 50 ou 60 ans avec une expérience dingue derrière eux à son board, mais que quand même on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils proposent. Et plus sur le produit ou la distribution? C'est l'expérience dont vous avez besoin, c'est plus sur le produit? Non, là c'est vraiment, c'est vraiment l'expérience d'entreprise sur comment on fait qu'une marque qui n'est rien se fasse connaître et se fasse adopter d'une majorité de consommateurs. Et ça, effectivement, c'est le nerf de la guerre dans notre système d'entreprise. Mais voilà, le financement, c'est très compliqué. Et puis ce qui est compliqué, je trouve, en France, pour le coup, c'est que vous n'avez que de l'investissement privé, c'est-à-dire que vous voulez aller voir une banque, il n'y en a pas une qui prête de l'argent à un entrepreneur. Nous, on a fait le tour des banques quand on faisait 100 000 euros, 200 000, 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions de chiffre d'affaires. La réponse est toujours la même, vous ne faites pas de bénéfice, on ne vous prêtera pas 1 euro. Et même quand vous allez demander 80 000 euros, c'est-à-dire que nous, c'est complètement dingue, vous rentrez 300 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, mais on vous dit 80 000 euros, c'est pas possible, vous vous rendez compte, c'est beaucoup trop. Donc c'est vrai Céline, que c'est pas le métier d'une banque. Enfin, on va pas repartir sur ce débat parce que là encore, je vais me faire insulter. Mais ça dépend pour financer quoi. Mais ceci dit, voilà, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui sont du coup laissés finalement aux capitaux privés, et c'est pas toujours évident à la fois de lever et ensuite de vivre avec les leveurs. Mais vous savez, je pensais en voyant votre, il y a alors Charles Becbédé, vous connaissez tous, qui il fait un peu de politique, on va laisser ça de côté, mais sinon c'est quand même un entrepreneur inspiré, lui, pour le coup. Enfin, il a le feeling des choses. Et il a défini, en gros, je vais pas vous les faire, je vais vous faire très rapidement, mais 5 grands terrains d'expansion, voilà. Et il dit, en fait, moi je trouve, j'investis dans les entreprises qui sont au croisement de 2 de ces terrains. Et vous êtes sur 2 de ces terrains, c'est-à-dire, je pense, ce qu'il appelle lui, l'économie de l'émotion, et c'est toute la création de la marque, et puis quand même, qu'on le veuille ou non, quelque chose qui est près de la transition énergétique, enfin, c'est pas, voilà. Et vous êtes là-dedans, et ça les passionne. Quand vous arrivez à croiser 2 de ces... ah oui, non mais j'y pensais justement, c'est pour ça. Oui, passez-lui un coup de fil, absolument. Je vous donnerai les coordonnées. Attention, parce que lui, à mon avis, c'est un requin, par contre. C'est un terrible. Allons-y, on continue avec vous. Édouard, vous avez le micro. Je vais pas pour le coup être différent de mes collègues, mais la levée de fonds c'est quelque chose qui est dur, le financement c'est quelque chose qui est très dur. La question, je pense, intéressante, c'est l'accepter, comme le dit, l'accepter la dilution, accepter que quelqu'un commence à regarder ce que vous faites. Vous avez décrit dans la première partie un territoire de liberté qui vous plaisait, et tout à coup, aller chercher le financement vous oblige ou pas, mais c'est la question que je vous pose, à restreindre un peu cette liberté. La vraie liberté, elle s'obtient quand on travaille avec les gens avec qui on veut travailler. Donc c'est pareil pour les investisseurs, c'est pareil pour les employés, c'est pareil à tout niveau. Il faut rester avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai souvent tendance à comparer ça à un couple. Quand on se fait les promesses au premier mois qu'on passera notre vie ensemble, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde pour tout, toutes les décisions. Et donc du coup, il faut mettre tout au clair. Parce que c'est le meilleur moyen d'arriver au but. Si on s'est fixé un but et qu'en fait on se rend compte qu'il y a 2 visions divergentes du but, on n'ira pas du tout dans la même direction, et donc ça va être un conflit permanent. Nous, à ce niveau-là, c'est la chance qu'on a eue. Alors ça n'a pas été facile de trouver des fonds qui correspondent à ce qu'on voulait, au montant qu'on voulait, et surtout à l'objectif du financement qu'on souhaitait, qui était quelque chose de très dur, puisque nous on cherchait à faire un peu à l'américaine, c'est-à-dire avoir des financements pour investir dans le produit et dans la croissance, et non dans et non dans le chiffre d'affaires. Et non dans le chiffre d'affaires. Oui, ça c'est compliqué en France, surtout quand on va chercher 1 million d'euros, qui est quand même pas rien, avec une entreprise qui a 1 an d'existence. Donc à partir de là, ça a été très long et laborieux, et je passe les détails, pour choper les bons investisseurs. Mais à partir du moment où on travaille avec les personnes qui sont en phase avec les idées qu'on a, sur tous ces sujets-là, on avance beaucoup plus vite, parce qu'on sait qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est faire croître la valeur de la boîte. Donc à partir de là, on avance, et tous les matins, on sait vers quoi on avance. Moi, je pense que le problème, il se fait quand on a des gens qui n'ont pas du tout la même vision, et qui, au bout d'un moment, cherchent à faire divergence sur le chemin de départ. À partir de là, ça devient compliqué. C'est des discussions. Et donc il faut s'assurer au moment de la discussion, il faut s'assurer que ça ne va pas se passer, parce que il est trop tard à un moment. Exactement. Et pareil pour la dilution, je pense qu'il faut être
au fait du même montant. Quand on part dans des discussions, on dit non mais pour être relué après ou choses comme ça. C'est des sujets à éviter parce qu'on sait que ça veut dire que dès le début on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas de la même chose. Si ils parlent de relution, ça veut dire que potentiellement ils pensent que votre boîte elle va pas marcher ou elle va trop marcher. Donc c'est qu'il y a forcément divergence. Et ça c'est compliqué à trouver, c'est compliqué à cadrer. Et à partir du moment où on a ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois quelques petits écueils sur certains sujets. C'est sûr qu'on perd un petit peu de liberté. Après, on en trouve parce que du coup, on a des financements, donc on a la liberté de continuer à croître avec ce soutien-là. Nous, aujourd'hui, on voit ça vraiment comme des gens qui sont avec nous dans le bateau, qui sont avec nous, qui prennent les rames et qui rament à chaque fois qu'on a besoin de mettre un coup de rame, parce qu'ils font partie de l'équipe. Et s'ils ne faisaient pas partie de l'équipe, ils n'ont rien à faire dans le bateau bunker, parce que c'est l'exigence qu'on a vis-à-vis de tout le monde. Oui, Laurent. Un petit mot. On parle beaucoup de start-up et on parle beaucoup de techno. Entrepreneurs, c'est pas forcément, ou même les nouvelles entreprises qu'on voit, même si dans l'étude on voit qu'il y a beaucoup de techno, c'est pas forcément que des start-up techno. On peut entreprendre sur des vieux métiers. Céline, c'est pas une start-up techno. Exactement. Et donc, moi, c'est comme Céline, j'ai créé une agence de publicité. Et je dis souvent que c'est le deuxième plus vieux métier du monde. Vous voyez lequel était le premier, le deuxième, il fallait vendre. Donc, et j'en viens au point qui est important, c'est l'importance de la marque. Et les entrepreneurs ont du mal à sentir ça. Ils sont très axés sur le produit, sur le chiffre, mais qu'est-ce qu'on construit finalement à moyen et à long terme? C'est la marque. Et donc voilà, essayer de se dire, ma marque va être mon fer de lance au-delà même de mon produit. On n'est pas seulement un produit, on est une marque. On n'est pas seulement une plateforme, on n'est pas seulement un usage, on est une marque. Et c'est ça qui fera que l'entreprise va avoir une vraie valeur. Maxime. Merci. Ça sera le lait jusqu'à la fin de la soirée. Il y a quelque chose de très intéressant quand on a assez peu de réseaux de base, quand on a une idée qui va sur un marché qui est intéressant, c'est que les médias s'intéressent de plus en plus quand même à tous les marchés et surtout à ceux qui essayent d'être disruptifs. Et je vais vous donner un exemple précis. Le fondateur de Lunettes pour tous a eu la chance d'être invité un matin dans l'émission de Stéphane Soumier. Il y va. Et dans la journée, il vous le confirmera mieux que moi, la boîte mail explose. Et là, c'est un autre rappeur. C'est-à-dire que là, c'est les investisseurs qui veulent venir mettre des billes. Ouais. Alors que la veille, ils ne savaient pas qu'il allait venir chez vous. Ouais. Et ça, c'est très important. Ça veut dire, il ne faut jamais insulter l'avenir, on ne sait jamais d'où va venir l'investisseur. Ouais. On ne sait jamais où on va le trouver. C'est pour ça que tu as tout à fait raison de dire ça. Ouais. Et au final, c'est parfois un partenaire, une rencontre. On ne sait jamais d'où ça va venir. Ouais. C'est pas forcément dans les fonds qu'on mise. C'est d'ailleurs souvent les fonds se font passer devant par des anciens qui ont envie de pousser des nouvelles boîtes. Et les médias sont un très bon moyen d'attirer l'attention des investisseurs. Oui, mais il faut jouer leur jeu. Ouais, voilà. C'est comme la marque. Paul a parfaitement joué le jeu. Il a parfaitement compris. Voilà. Et beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas jouer ce jeu-là ou méprisent ce jeu-là. Ok, tant mieux les mecs, allez-y. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand on joue le jeu. Les jeunes entrepreneurs sont quand même assez rompus à ça et essayent d'être transparents. C'est mon quotidien. Je les vois tous les jours. Voilà. Tous les jours, je fais ça. Tous les jours, je me coltine ceux qui veulent et ceux qui veulent pas. Donc voilà. On n'est pas obligé de vouloir lever. Non, mais absolument, on peut faire sans. Simplement, quand on fait avec, ça peut être plus simple. Voilà. Donc allez chez BFM le matin. Quoi. Apprenez à vous vendre. Non, mais c'est ça le truc. C'est apprenez à vous vendre. C'est ça, il faut accepter d'apprendre à se vendre. On mise souvent sur les entrepreneurs. Acheter, c'est encore mieux. Oui, voilà, si tu veux. Ouais, absolument. On mise souvent sur les entrepreneurs. Les investisseurs ne miseront jamais un copec s'ils ne sentent pas en l'entrepreneur, en sa personne, quelqu'un qui va y arriver, qui va réussir, même derrière un échec. Absolument. Jamais. Mais d'ailleurs, on va en parler, je crois, dans la troisième partie, parce qu'il y a cette idée de pivot quand on est dans les nouvelles technos, c'est-à-dire d'un entrepreneur qui est capable, justement, à un moment, l'histoire de Criteo est là-dessus emblématique. C'est-à-dire Criteo n'était pas, au départ, absolument pas même, de la publicité cognitive, c'est comme ça qu'on dit, ouais, voilà. Mais targeting, voilà, retargeting publicitaire. Et le pivot a été considérable. Donc, mais il y avait une équipe qui avait la volonté de le faire. On va dans la troisième partie. Criteo est peut-être l'un des seuls exemples de vraies start-up françaises
qui a su devenir le leader mondial dans son secteur et qui a su monter à un tel niveau. C'est peut-être l'un des leader seuls, mondial, pas encore, mais en partant des USA, exactement. Alors, je sais pas. Leur siège social est en France. Y a-t-il quelques cheveux blancs ici qui se souviennent de Business Object qui a été voilà. Ah, t'as des cheveux blancs, Alexandra. On se souvient de Business Object, on se souvient de cette histoire fantastique. Et donc il y avait quand même eu des précédents. Voilà. La troisième partie. Donc la troisième partie, alors assurance oblige, on s'intéresse aux risques des entrepreneurs. Pourquoi on s'intéresse aux risques des entrepreneurs? Notre boulot, le quotidien, c'est finalement de gérer les situations compliquées des PME quand les choses ne se passent pas exactement comme prévu. C'est ça le boulot d'un assureur de PME, c'est d'être là le jour où la tuile vous tombe sur le coin du nez. Donc ce qui nous intéresse, c'est de mieux comprendre ce que sont les risques, ce que sont les risques auxquels vous êtes exposés, de telle sorte à mieux vous accompagner dans la gestion de ces risques. Et donc, on interroge les patrons des PME sur finalement quelles sont vos craintes, quels sont les risques que vous percevez dans votre environnement. Premier risque, qui est une évidence, c'est effectivement les impayés. Et le fait d'être confronté à des clients qui effectivement vont pas payer. Moi, j'ai été entrepreneur dans une vie précédente. Je dirais que le premier risque, c'était de se faire piquer l'idée. Et quand on est confronté à un gros client qui ne paye pas, c'est la vie de la boîte qui se retrouve en jeu quasiment d'une minute à l'autre, quoi. Donc effectivement, ça c'est un sujet. Le deuxième sujet qui nous a interpellés, qui est un sujet qu'on connaît assez bien, c'est finalement la cybercriminalité, qui est le risque qui se développe le plus rapidement. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes qu'on faisait les années précédentes, on voit que c'est le risque qui se développe le plus rapidement. Ce qui est paradoxal, c'est que par ailleurs, ce qu'on sait, c'est que finalement, la gestion de ce risque informatique, cybercriminalité, finalement, on ne fait pas grand-chose pour le gérer. On a fait une enquête auprès des entrepreneurs français en leur posant la question de comment ils géraient ces risques informatiques. Et on a 25% qui nous disent moi, j'ai pas de pare-feu, j'ai aucun système de sécurité informatique dans mon entreprise. Bon, surprise. On a interrogé aussi leurs collaborateurs sur finalement, est-ce que vous pensez que vous avez des pratiques à risque dans l'entreprise en termes de cybercriminalité? Et la plupart nous ont dit oui, effectivement, on reconnaît que on n'est pas toujours très vigilant dans la manière dont on gère ces risques. Dernière question qu'on leur posait, c'est finalement, est-ce que vous prenez des assurances? Est-ce que vous êtes couvert pour ces risques? 1 sur 10 nous disent être assurés. Et donc, pourquoi gisement pour Hiscox, là? Voilà, pour nous, ça nous rend légitime. La mer des sargasses devant. Ça nous rend pertinent par rapport aux entreprises. Et finalement, si je partage l'expérience personnelle qu'on a chez Hiscox, donc à gérer toute la journée les moments où ça se passe pas bien, dans 8 cas sur 10, quel est le profil de l'entreprise à laquelle on est confronté? C'est une entreprise qui est extrêmement qui a très bien fonctionné d'un point de vue commercial, qui a une croissance qui est très forte, mais les process, l'organisation, la gestion n'ont pas suivi et la tuile arrive assez vite. Et la tuile, en général, c'est la grosse tuile qui tombe. Et donc vraiment, notre expérience des PME, c'est de vous dire, de vous sensibiliser à cette gestion des risques, parce qu'en prenant quelques décisions qui sont assez simples, finalement, vous pouvez passer de la start-up à l'entreprise de taille moyenne. Au-delà du financement, c'est sans doute une des clés pour passer au stade d'après. 3 ans, espérance de vie 3 ans. Comme par hasard, c'est là où il y a les rappels d'URSSAF qui tombent quand même. C'est la vie. Je voudrais demander à Édouard, parce que moi je suis frappé, j'aurais commencé par la fin. C'est pas violation de brevet, atteinte à la propriété intellectuelle, trouble à l'ordre public, je sais pas ça. Vous m'avez l'air d'un gentil garçon. Mais c'est pas de vous faire piquer l'idée, la première des peurs quand même.
voler, c'est pas tant la problématique, c'est effectivement notre capacité à être rapide sur le marché. C'est vrai que je suis pas du tout à l'aise avec. Je pense qu'encore une fois, nous on sort totalement du scope parce que la cybercriminalité, je pense que j'ai des hackers in résidence qui sont plus forts que n'importe qui peuvent me hacker. Donc j'ai pas. C'est vous le cybercriminel en fait. À la limite. Effectivement, violation d'un brevet, sûrement pour les entreprises qui ont des brevets à développer. Nous, on est sur un changement d'usage, donc il n'y a pas de brevet. Notre capacité à suivre les développements dans les entreprises et surtout à aller vite, c'est clairement notre problématique et notre risque au quotidien. On fonce sur une voie à 250 à l'heure. On ne doit pas perdre le cap, on ne doit pas perdre la vitesse, c'est ça qui est le plus dangereux pour nous. Donc nous, on n'a pas de brevet à protéger, c'est comment on construit une marque et comment on construit une structure qui fait que on devient inébranlable dans le monde entier, qui est compliqué, avec une question internationale qui est plus forte, comment on se déploie, comment on protège tout ça à l'international. Encore une fois, pas tant l'idée, mais la marque, parce que c'est ça qui a de la valeur pour nous quand on n'a rien à déposer, et comment on devient une marque forte qui fait qu'on en oublie un acteur très fort actuel. Donc j'avoue qu'on ne partage pas les mêmes risques, mais parce qu'on vit sûrement avec tous ces risques-là sans trop de bonne conscience et sans trop... Oui, non, je pense qu'on ne s'en soucie pas des masses, mais parce qu'on a d'autres enjeux bien plus forts, qu'on sait que si on veut combattre un monstre comme Microsoft, PowerPoint ou Apple, Google, parce qu'aujourd'hui c'est nos 3 acteurs concurrents. Ça va. Ouais, ça va. On a d'autres soucis à se faire que le trouble à l'ordre public de nos nuits à travailler dans les bureaux. Donc pour l'instant, ça va, ce genre de problématique. C'est qui vos concurrents, Microsoft, Apple, Google? Pas mal, hein? Bah non, mais t'es tranquille, ça peut pas être pire. Exactement. Voilà, c'est ça le truc. Laurent, vous vouliez rajouter un mot? Je crois que le plus gros risque finalement que pourrait prendre qu'un entrepreneur, c'est presque malheureusement d'embaucher. Et on a tous envie d'embaucher. On a tous envie d'avoir des collaborateurs. Et il est là en fait le souci, c'est qu'on se dit si j'embauche, avant j'ai dirigé une boîte, on était 15. 15 personnes. Tous les mois, il faut ramener le chiffre d'affaires. Sur les épaules, voilà, vous voyez, j'étais tendu. Ouais, c'est clair. J'étais très tendu. Aujourd'hui, on est 3 fois moins. On crée quasiment autant de valeur. Et j'en suis bien plus heureux. Mais on a envie d'embaucher quand même. Il y a un moment, le ratio entre la marge qu'on fait, ce qui rentre, et comment, c'est parce que c'est dur dehors. Et les gens qu'on essaye de faire rentrer dans la maison, il est de plus en plus difficile à tenir. Voilà, il est là le problème en fait. Alors, à côté. Encore une fois, une réponse un peu personnelle. Moi, je vis pas tout à fait la chose de la même façon. En ce sens que on n'a pas de mal à embaucher, on n'a qu'à dire ça comme ça. Et puis on vient de clôturer un round où on fait rentrer 5 nouvelles personnes dans la boîte. Et je dis pas que ça a été un cycle facile, mais c'est quelque chose avec lequel on n'a pas beaucoup de problèmes. Et peut-être que alors c'est quoi le premier risque pour vous là? Le premier risque, moi je rejoins beaucoup ce qu'a dit Edouard, c'est-à-dire aller le plus vite possible et un jour il y aura d'autres boîtes qui auront envie de nous éclater de la même façon que nous on a envie d'éclater le modèle actuel. Je le confirme. Je crois que pour nous le risque principal c'est justement de réussir à rester suffisamment éveillé, agile. Et de veiller à ce qu'on ne devienne pas des vieux cons, grosso modo. Donc ça, c'est le risque principal. Voilà. Voilà. Et sinon, mais c'est bien. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est épuisant en même temps. Hein. Oui, enthousiasmant mais épuisant quoi. Oui, alors heureusement aujourd'hui on est un petit peu dans la période de grâce de notre entreprise parce qu'on est vraiment en phase de croissance et en phase on n'est pas du tout en mode défensif aujourd'hui, on est en mode purement offensif et c'est un moment génial et on a parfaitement conscience que c'est un moment qui ne va pas durer pour toujours. Mais pour l'instant, on y prend énormément de plaisir. Donc oui, l'autre chose que je voulais dire, l'autre chose qui nous tend un tout petit peu, c'est que quand on regarde la liste des risques qui sont là-haut, ils existent tous, mais on n'en a pas forcément conscience, on n'y pense pas forcément tous les jours. Et on a parfaitement conscience de jouer aux apprentis sorciers tout le temps.
On découvre constamment des trucs au détour d'un rapport ou d'un formulaire, ou voilà, des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, pour lesquelles l'administration peut très bien nous tomber sur le paletot demain. Mais je pense qu'en même temps, sans être totalement inconscient, c'est important de savoir assumer ce rôle d'apprenti sorcier, parce que si on démarre en ayant conscience de toute la difficulté à laquelle on va faire face en devenant entrepreneur, même les plus aventuriers et les plus solides d'entre nous n'y arriveront pas. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure. Céline ? Non, simplement, moi je pense, je suis tout à fait en phase avec ce commentaire, et je pense qu'effectivement l'évaluation de tout ce type de risque qu'on vient de voir correspond au virage qu'il faut savoir prendre entre l'entrepreneur de start-up et le chef d'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que quand on entreprend, voilà, le risque de piratage informatique, comme on a conscience qu'on n'est pas grand-chose, on n'est pas très concerné. Et en fait, c'est quand la société commence à s'installer, qu'il faut mettre en place des process, qu'il faut recruter et qu'il faut suivre. Et ça, c'est un virage qui est tout aussi passionnant que le virage de la création, mais qu'il ne faut pas louper non plus, parce que si on reste un entrepreneur et qu'on veut continuer à faire des petites choses avec ses 10 doigts et qu'on n'est pas capable, effectivement, à un moment, de partager avec des salariés, avec des actionnaires, de mettre en place des systèmes de process pour fonctionner. Enfin, moi, j'ai un bon exemple chez nous. Nous, on va finir l'année à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'a pas de RP, on n'a pas de système informatique, on fait tout sous Excel. On s'amuse comme des petits fous. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, si vous continuez comme ça, vous êtes dans le mur parce que vous n'arriverez pas à gérer votre société. Et il y a un moment, il faut que vous tourniez vers des gens que vous ne connaissiez absolument pas avant d'avoir créé votre boîte, mais qui vont vous aider justement à faire de la prestation dans ce type de domaine, dans l'informatique, dans la structuration, dans les process, parce que vous êtes obligé d'y passer par là. Et c'est la continuité de l'aventure. Et moi, donc, je pense que moins des risques, parce que le mot est fait un peu peur, c'est les nouveaux enjeux, les nouveaux challenges quand la société commence à devenir une vraie entreprise en fait. Monsieur SAP, bonjour. C'est terrible ça. Pour nous, c'est la même chose. Allez Maxime, vous allez terminer justement. L'avantage, c'est qu'en fait, les énormes boîtes, les concurrents, enfin vos concurrents à tous d'ailleurs, ou vos partenaires ont des risques bien plus importants que vous. Une des startups les plus riches et les plus dynamiques du monde, c'est Palantir, c'est pas pour rien. C'est en gros un groupe qui aide les très grands groupes et les gouvernements à prévoir les risques sur Internet, les risques de terrorisme, les risques de fraude bancaire, etc. Alors c'est pas très connu parce que vous, à mon avis, vous serez, j'espère pour vous, jamais client. Mais cela étant, elle pèse plus de 10 milliards maintenant, je crois, de dollars, et c'est une boîte qui a plus que de l'avenir. Ses clients sont très solvables, FBI, NSA, tous ces trucs-là. Google, Amazon et consorts. Et au final, on se rend compte que le temps déployé par les acteurs qui tiennent le marché sur le risque que représente aussi l'émergence de nouveaux modèles et de nouveaux petits acteurs fait qu'en fait, pour nous, les risques, ils sont tellement légers qu'il faut aussi parfois les oublier. De toute façon, l'entrepreneur il est tellement optimiste. Il n'a pas le choix de ne pas être optimiste, donc il n'y a pas de risque. Je pense qu'en fait, la première boîte d'entrepreneurs du monde aujourd'hui, c'est la première entreprise du monde. C'est Apple quand même, que tu le veuilles ou non. Elle a dépassé, moi je trouve que c'est le message le plus incroyable que puissent avoir en tête aujourd'hui tous les entrepreneurs de la Terre. C'est quand même que hier, elle a dépassé la capitalisation de 700 milliards de dollars, que jamais une entreprise au monde de toute l'histoire de General Motors, etc. Et qu'on le veuille ou non, c'est une start-up. C'est une boîte d'entrepreneurs, c'est un type qui a une idée de rupture totale, qui a tout fait tout seul, qui a envoyé chier la terre entière, qui était ce que je décrivais tout à l'heure, insupportable, imbu de lui-même, n'acceptant pas la contradiction, totalement paranoïaque et égocentrique. Voilà, ça peut arriver quand même à faire des très très grands trucs et des très gros trucs. Voilà. Mais on n'est pas tous des Apple, des Facebook, on n'est pas tous des GAFA. Pourquoi pas Bunker. Bunker. Alors, j'adore le nom. J'adore le nom Bunker. Je trouve ça génial. Bon, des questions ? Des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez des questions ? C'est toujours la première question qui est compliquée. Alexandra. J'ai des points sur... Mais Stéphane, vous vous souvenez pas de moi, mais j'avais une agence de relations presse qui s'appelait Vecteur d'Images. Et mes clients, c'était Dailymotion, showroom privé, rue du commerce et tout ça. Je n'ai plus. Alors, je vais faire part de mon expérience 2 secondes qui peut être intéressante. Raconte-nous ton histoire. Mais très rapidement. J'ai fait l'erreur de fusionner avec une société l'année dernière.
Et la fusion s'est très mal passée. Je suis devenue actionnaire minoritaire et je me suis fait virer très gentiment de ma boîte l'année dernière, après 12 ans quand même de développement de cette structure, avec une jolie notoriété, je pense, sur notre marché. Et aujourd'hui, je me retrouve au chômage, voilà, à me demander ce que je vais faire, parce que je suis un petit peu échaudée, en tous les cas, par l'association. Ça, c'est indéniable. Donc franchement, réfléchissez le jour où vous décidez de fusionner, de vendre et autres, parce que vous avez un earn-out qui vous bloque quand même au moins 2-3 ans la plupart du temps. Et sachez que vous n'avez plus vraiment la main sur les décisions, sur le développement et autres de votre entreprise. Alors, tu sais, je vais te raconter un truc. C'est un entrepreneur exceptionnel qui s'appelle Jean-Claude Puerto-Salaver. Il lui est arrivé la même chose que toi. Il a inventé la location de voitures low cost avec une marque que vous connaissez encore qui s'appelle Ada. Même chose, levée de fonds plus fusion, il s'est fait sortir de sa boîte. Il en a fondé une autre à côté qui s'appelle Lucar et il est en train de défoncer Ada. Voilà. Donc, et c'est vraiment ce que je te souhaite. Il va les tuer. Non, mais il va les tuer et il va prendre plaisir à les tuer. Je sais que je les tuerais, mais ils sont déjà en train de mourir parce que quand ils m'ont viré, mes clients sont partis du jour au lendemain aussi, donc ils ont fait une erreur. Mais non, après c'est pas l'objectif non plus. Hein, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Si, c'est l'objectif. C'est un formidable moteur. Lui, il le raconte, c'est un formidable moteur. D'abord, moi, je suis très enthousiaste de tous ces entrepreneurs. Je suis DRH de start-up et chasseur de tête depuis 26 ans. Donc, je suis particulièrement impressionné par ce que vous avez dit et puis par votre intelligence créative et votre intelligence verbale aussi. Parce que c'est assez impressionnant de vous entendre vous exprimer. La deuxième chose, c'est que comme l'étude est très orientée lié à un cabinet d'assurance et tout, je pense que les questions et les résultats de l'enquête ont été parfois orientés dans ce sens, mais à juste titre, hein, et très intéressant. Non, mais elle est très PME, quoi. On se rend compte qu'elle est plus PME que start-up et entrepreneur. Je rajouterais quand même, évidemment, vu ce que je fais, qu'il y a un prisme RH fort pour gérer sa croissance et que les entreprises n'ont pas d'aide aujourd'hui là où elles en avaient hier, ne serait-ce des aides à la création d'emplois, des aides au conseil, etc. Et qu'on est vraiment mal loti en France. Voilà. Je rajouterais que faire des erreurs dans la vie, c'est une chose, mais un recrutement raté, par exemple, c'est 50 à 100 000 euros. Donc ça coûte cher à une boîte. Et puis la deuxième chose, c'est que dans l'évolution des sociétés, je pense qu'il faut savoir aussi marquer le pas, faire un retour sur soi-même, créer de la valeur, maîtriser sa croissance. Moi, j'ai été DRH d'Aldebaran Robotics pendant 9 mois, par exemple, et je leur ai proposé de créer des labs au vert, etc., et d'aller chercher des nouvelles idées pour créer les marchés de demain. Parce que parfois, on est un peu trop conforté par ces marchés, etc. Puis on se réveille un jour et la concurrence, elle est là avec plus de moyens et elle débarque tout court, quoi. Voilà. Évidemment, l'exportation, c'est une bonne chose. Mais attendez, parce que moi, je vais dire, Maxime, moi, je ne peux pas vous laisser dire que la création d'entreprise n'est pas aidée en France. Enfin, je cite le pape, hein, notre pape à tous, Xavier Niel. Il n'y a pas de pays plus favorable, dit-il, pour créer son entreprise. Alors Xavier Niel peut dire ce qu'il veut, c'est pas forcément vrai. C'est pas le pays le plus favorable pour créer l'entreprise. Comment ça ? Cela étant. Attendez, il argumente là-dessus. Hein. Je veux dire, les structures d'aide, mais elles sont mais considérables, colossales. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là. Chaque entreprise est différente et il y a évidemment quelques modèles économiques et quelques modèles fiscaux qui peuvent pas. Tout le monde ne peut pas dire que c'est un paradis fiscal d'être en France. C'est certainement le cas pour Xavier Niel. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs, il crée beaucoup d'emplois, il finance beaucoup d'entreprises, il en conseille énormément, et heureusement. Mais cela étant, il y a énormément de... Vous parliez tout à l'heure du conseil, alors ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais je trouve que beaucoup d'entrepreneurs, de primo-entrepreneurs, sont quand même accompagnés, et il y a des dispositifs, le prêt sur l'honneur, le réseau Entreprendre, etc. Je ne sais pas si certains en ont bénéficié. Mais ne serait-ce que les dispositions, vous avez tous été au chômage. Enfin, je veux dire, le chômage création d'entreprise, mais c'est un truc extraordinaire. Vous avez quand même 2 ans. 2 ans pour monter votre boîte, qu'on le veuille ou non, payé même pas par l'État en plus, payé par les fonds privés, parce que même si l'État a tendance à l'oublier parfois, l'UNEDIC, c'est des fonds privés. Donc c'est un truc de dingue, ça n'existe nulle part ailleurs au monde, ça. On a en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un pays qui favorise économiquement et socialement aussi
valorise socialement la création d'entreprise. C'est pas le cas partout. C'est pas le cas partout. Cela étant, le marché est difficile. Mais ça, c'est autre chose. Une question. Est-ce qu'il y avait une question Je voudrais juste rajouter une petite chose sans monopoliser. C'est ne restez pas seul et vous enterrez pas. Soyez pas solitaire ou qu'avec vos associés. Sortez, voyez du monde comme ce soir et partagez vos expériences. Voilà. Mais je vous en prie, tenez, passez le micro devant vous. Bonjour à tous. Alors moi, je suis très impressionnée aussi parce que je suis journaliste indépendante depuis 2 ans. Je crois que je vais aller voir Maxime pour qu'il m'explique comment je crée BFM Business dans mon salon. Il est important maintenant de le faire. Non, plus sérieusement, je voulais vous parler du financement. Ouvrez la fenêtre que je la pousse là. Je voulais vous parler du financement. J'étais très surprise. C'est un milieu que je ne connais pas forcément, l'entreprise, de voir aucun d'entre vous finalement n'a eu un accord. Aucun d'entre vous n'a été financé par une banque. Mais non, mais c'est pas le métier. Ça, c'était ma première question. Et ma seconde question, je voulais savoir, indépendamment de CJE, comment vous échangez entre vous, comment vous vous renseignez, auprès de qui vous faites les démarches. C'est votre expert comptable, c'est les réseaux sociaux, c'est les anciens de votre école, c'est comment vous vous renseignez. Pour le financement ? Pour tout, pour votre vie d'entrepreneur. Nous, assez rapidement, je pense que c'est quelque chose qui se passe pour tous les entrepreneurs, mais on essaye de ne pas rester seul, donc on rencontre plein de gens, assez souvent, on a plein de gens sur Skype ou par email au quotidien, et après, nous, on a pris la décision d'être accompagné par une structure qui s'appelle The Family, qui nous a formés, éduqués sur tous ces rouages-là. Ça ne veut pas dire qu'ils font les choses à notre place, ça veut juste dire qu'ils nous ouvrent des portes qu'on n'aurait pas vues. Et après, pour le financement, nous, on a eu la chance d'avoir pas mal de presse et de médias par l'engouement qui a été suscité par l'application elle-même dans le monde entier. Et il faut savoir que ces fonds-là, leur job, c'est d'investir dans les boîtes. Donc leur seul et unique métier, c'est de s'intéresser à ces entreprises de cet univers. Donc à partir d'un moment, quand on émerge de cet écosystème, il y a des emails qui viennent en entrant pour savoir ce qu'on veut, quel est le projet, comment on va être financé. Et là, on rencontre des gens. Effectivement, nous, on avait eu cette crainte au début de se dire va falloir sortir du nid assez vite pour aller rencontrer des gens qui ont des moyens d'investir dans l'entreprise parce qu'on veut avoir un modèle sur la valeur de l'entreprise et pas sur la valeur financière qu'on peut ramener. Et en fait, on a été surpris de se rendre compte que les gens font leur métier et qu'ils regardent un petit peu toutes ces boîtes-là et qu'à un moment, quand on sort du scope, ils nous envoient des emails et ils nous contactent. Donc, je pense que tout le monde ici connaît des entrepreneurs et entretient son réseau d'entrepreneurs, de conseils, d'appeler un ami, quoi que ce soit, parce que une fois qu'on l'a vécu, on sait que partager cette expérience, ça coûte pas grand-chose et ça apporte beaucoup à tout le monde. Donc ça, c'est ultra valorisant pour tout le monde. Donc on fait tous ce boulot-là au quotidien, le soir, de 22 à 23 heures, pour apprendre un petit peu. Les meilleurs entrepreneurs, c'est les aimants, en fait. C'est ceux qui arrivent à créer autour d'eux un écosystème sans forcément attendre quelque chose de cet écosystème. C'est ce qu'on a voulu faire avec le CJE, hein. Il y a 5 ans, quand on a créé le CJE, on était des gamins, on avait 23 ans, 24 ans, et on sortait d'école, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir pour émerger, pour se dire ouais, ce gamin-là, il a au moins fait quelque chose de sa vie. Et au-delà d'aider les gens, même si on n'attend pas quelque chose directement, ça revient toujours un jour ou l'autre. Comme dirait Enrico Macias, donner, 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 donner. Et de façon hyper pragmatique, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'incubateurs en France. Il y a plein d'incubateurs publics, il y a de plus en plus d'incubateurs privés. Et ces structures-là sont là pour accompagner les entreprises, les jeunes entrepreneurs. Il faut absolument se faire accompagner. Ça change complètement la face du démarrage de l'entreprise. La difficulté, elle n'est pas dans la création. Au contraire, moi, ce que je dis par rapport à Xavier Niel, ce qu'il dit, créer, c'est facile en France, entre guillemets. Le plus dur, c'est de pérenniser. Alors moi, je voudrais réagir sur 2 sujets. L'emploi, mais avant, surtout le conseil. J'aurais tendance à vous dire de prendre du conseil de gens qui sont cassés la gueule et qui sont repartis. Parce que je vais reprendre l'exemple et je vais réagir sur Laurent et en plus concis. Moi, j'ai suivi des conseils de gens qui m'ont pas donné d'exemple concret, mais qui avaient une belle réussite. Donc, j'ai pris
une agence de pub, j'ai racheté un fonds de commerce, quelque chose de pas mal, nickel. Et on s'est dit, il nous faut des commerciaux, on va former un commercial, on fait un recrutement, on a pris du temps pour le former. Ouais, alors la peur de piquer l'idée, il est parti, il s'est installé, nickel, il a lancé sa propre activité. Bon, j'ai fait une école de commerce, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je suis plus doué que lui, je vais me bosser. Bon, j'ai eu raison, maintenant ils vendent des alarmes par porte à porte. Après, par rapport à... j'ai eu une expérience de chasseur de tête, ouais, je suis d'accord si on prend des bons profils, sauf que j'ai développé un système qui fait que je veux un monde sans employés. Je veux des gens qui adhèrent à la vision, qui viennent et qui gagnent, qui sont indépendants, qui sont auto-entrepreneurs, partenaires, et qui gagnent plus qu'un salarié s'ils travaillent bien, et qu'au final, oui, s'ils prouvent leur valeur, oui, ils deviendront employés, quoi. Voilà. Et bon, à côté, la notion d'écosystème est top. Ouais. L'ordre libéral. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Ma question, excusez-moi pour la voix parce que j'ai plus de voix. Et ma question, d'abord, avant de poser la question, je veux féliciter ces jeunes entrepreneurs que je trouve, ça fait plaisir de voir. Donc, c'est un petit peu la réponse. Mais ma question, est-ce que pour gagner vos premiers clients, vous êtes appuyé uniquement sur les réseaux sociaux, sur de nouvelles technologies, nouveaux médias, ou ce qui a été déterminant, c'est les moyens, je dirais entre parenthèses, comme BFM, qui est forcément un média national. Donc, qu'est-ce qui a été déterminant pour gagner vos premiers clients en étant petit? Merci. Moi, je peux apporter un élément de réponse, mais qui ne va pas être très centré sur les nouvelles technologies, parce que nous, on fait vraiment du produit assez classique. Mais la clé pour gagner le premier client, c'est de réussir à prouver que l'idée qu'on propose, elle est nouvelle et qu'elle vaut le coup d'être tentée, parce qu'elle est foncièrement différente, elle n'existe pas encore, et elle est susceptible de séduire un nombre important de gens. Donc nous, l'exemple de Love & Green, on est arrivé pour aller voir Monsieur Carrefour, Monsieur Auchan et Monsieur Leclerc, qui sont pas toujours très sympas, et on leur a dit voilà, aujourd'hui vous avez un marché sur le bébé, il nous semble qu'il manque une promesse, qui est de l'écologie, qui est de la santé, ça fait du sens, c'est l'avenir, un jour ou l'autre on y viendra tous, et nous on vous propose d'anticiper un petit peu, et vous n'avez pas ça aujourd'hui dans vos produits. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont commencé à ouvrir les portes de leur magasin, là, on est parti sur les réseaux sociaux. Là, on est parti sur aller toucher le consommateur final pour lui faire connaître notre marque. Donc oui, mais en fait, la première pierre à l'édifice, c'est que ce qu'on vend ait un intérêt pour la personne qui est censée l'acheter. Sinon, ça ne sert à rien de créer sa boîte. En fait. J'ai peut-être un autre élément de réponse, encore une fois, parce que chacun de nos cas est particulier. Donc, il faut savoir aujourd'hui que la raison pour laquelle l'entrepreneuriat peut décoller en France, je suis désolée, je suis d'un optimisme légendaire, j'arrive pas à m'en départir. Hein. Ouais, désolée. Donc, la raison pour laquelle l'entrepreneuriat arrive à prendre en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un écosystème qui est un écosystème à peu près complet. Il y a des financeurs, il y a des structures d'accompagnement, il y a des gens qui veulent prendre le risque de travailler pour des structures comme les nôtres, et il y a des clients. Ces clients, ce sont de grandes entreprises qui ont parfaitement conscience qu'elles ne peuvent plus s'en sortir en squeezant simplement tous leurs fournisseurs par le biais du département achat. Donc, il y a des poches entières de fonds qui sont dédiés à la collaboration avec des jeunes entreprises. Donc, aujourd'hui, nous, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est que tous nos clients et tous nos prospects sont des entreprises qui ont envie de travailler avec nous. Et quand je dis envie, c'est que pour l'instant, sur toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont des grandes entreprises françaises et internationales, on n'a jamais rencontré un département achat. On s'arrête là ? La conclusion, de tout ce que j'ai entendu, j'ai pas entendu de jeu, j'ai entendu du nous. Et c'est ça qui fait du bien. C'est beau, ouais, c'est beau.
Non, voilà, c'est vraiment. J'espère que moi, je suis très optimiste. Je le suis encore plus ce soir. Donc maintenant, je crois que il est temps d'aller manger, d'aller boire, d'aller networker, d'aller échanger les cartes de visite, d'aller se faire interviewer là-bas. Alors par We Do Biz en radio, on va faire des petites vidéos également. Donc voilà, soyez bons, soyez vous-même.